On va prendre la direction à présent des États-Unis parce que, vous le savez, c'est bien connu, la meilleure défense, c'est l'attaque. Trump le sait mieux que quiconque, très embarrassé par cette affaire Epstein. Silencieux depuis 48 heures, le président a décidé de reprendre sa communication en main via son réseau social. On vous retrouve à Washington, Naoufel El-Kawafi. Bonsoir Naoufel. Trump affirme tout simplement, Naoufel, que les sondages du Parti républicain n'ont jamais été aussi hauts depuis les révélations du Wall Street Journal. Oui, en gros, le président américain explique que finalement, cette polémique, cette affaire Epstein, lui a servi parce que ça lui a permis de remonter de manière drastique dans les sondages pour atteindre des scores qu'il n'a jamais atteints auparavant. Mais attention, une fois que je vous ai dit ça, il faut prendre ces données, ces informations avec des pincettes parce qu'on ne sait pas d'où Donald Trump sort ces chiffres, s'ils sont exacts. Ce que l'on sait en revanche, ce que cela montre, ça montre tout simplement que le président américain souhaite faire bonne figure, montrer que tout va bien alors que la situation est un peu plus complexe. On sait que cette polémique a créé l'embarras au sein de son socle présidentiel, au sein de son socle électoral, plus précisément chez les MAGA. Vous savez, c'est les fervents soutiens de Donald Trump. Et c'est vrai que ces dernières heures, on a vu pas mal de ces soutiens publier des vidéos sur les réseaux sociaux montrant leur mécontentement, leur choc face à cette polémique qui prend de plus en plus d'ampleur. Certains MAGA, par exemple, qui ont brûlé sur ces vidéos cette casquette rouge, symbole de l'appartenance au mouvement politique de Donald Trump. Donald Trump, effectivement, qui souhaite reprendre sa communication pour tenter de rassurer, vu cette polémique qui prend de plus en plus d'ampleur. Une chose également à noter, c'est que pendant tout le week-end, Donald Trump s'est fait très discret. Il n'avait aucune apparition publique, aucun événement. Peut-être que c'était un choix de la Maison-Blanche de jouer la carte de la discrétion pour tenter de calmer un peu plus la polémique. Merci beaucoup Naoufel, en direct de Washington pour en parler sur ce plateau. Thierry Arnaud est revenu, éditorialiste politique international BFM TV. Thierry, à vos côtés, Fred Hoffman, bonsoir. Vous êtes porte-parole des Democrats Abroad Front. Merci d'être là. Malcolm Biga, bonsoir, consultant et chroniqueur politique, le Nouvel Économiste. Et Laurence Haïm, bonsoir, journaliste spécialiste des États-Unis. Fred Hoffman, ça fait 3 jours qu'on parle de cette affaire Epstein. C'est vrai qu'elle a ressurgi, qu'elle est à nouveau sur le devant de la scène. On rappelle que ce financier s'est suicidé en prison en 2019 et qu'il n'a jamais été jugé. On voit ce qui sort, le Wall Street Journal, cette lettre, le président américain qui réclame 10 milliards de dollars. Oui. Et aujourd'hui, il nous dit « Tout va bien, pas de panique, jamais mes sondages n'ont été aussi hauts ». C'est typiquement Trump pour moi. C'est que tout va bien et maintenant il essaie de faire en sorte que ça va disparaître, l'histoire. Mais en fait, je pense que ça va durer très longtemps. Et je pense aussi qu'elle a mal joué parce que il pense que maintenant elle peut faire n'importe quoi, sa base va suivre ce qu'il fait. Et là, elle voit que finalement, il y a des gens qui sont pas contents. Elle avait dit qu'elle allait être transparent et montrer ce qu'il y avait dans les dossiers. Et finalement, il ne le fait pas. Et les gens ne sont pas contents. Fred Hoffman, c'est Donald Trump qui, ces derniers mois, a remis cette affaire, a reparlé de cette affaire Epstein en promettant d'être différent, lui, sur ce dossier comme sur d'autres, en promettant, lui, toute la transparence. Il s'est un peu pris les pieds dans le tapis début juillet. Vous pensez que maintenant, il a des comptes à rendre sur cette affaire Epstein ? Bah oui, absolument, parce que ça fait si longtemps. Et en fait, elle a parlé pendant la campagne, ça faisait pas partie de sa campagne, mais elle a parlé, une interview Fox News, il y avait un podcast, c'était même des réseaux sociaux, Trump's War Room, si je me souviens. Et il y a des gens qui demandent. Et en fait, même le procureur général, Pam Bondi, a dit, voilà, c'est sur mon bureau, la liste, entre guillemets, même s'il n'y a pas une liste, il y a maintenant quelque chose à montrer, mais tout le monde a dit non, en fait, c'était pas ça. C'est typiquement Trump. Il change tout le temps. Il n'est pas crédible. Il ne faut pas oublier, si je me permets, que Donald Trump, c'est un criminel. Et c'est un prédateur sexuel. Alors, cette affaire, quand on parle de ça, ça ne m'étonne pas du tout. Mais les gens ne parlent pas. C'est comme c'est un président normal. Elle n'est pas normale. Elle est plus crédible. Et maintenant, ça touche sa base dure. Malcolm Biga, vous pensez que Trump peut passer à autre chose en reprenant le fil de sa communication ou que cette affaire est allée trop loin et qu'il va devoir faire une conférence de presse, rendre des documents publics, il va devoir passer à l'action? Mais au sein de ses alliés les plus proches, on a déjà eu la réaction de Tulsi Gabbard qui a essayé de faire diversion en remplaçant une théorie du complot par une autre, en affirmant que Barack Obama était coupable d'une conspiration lors de l'enquête
de collusion entre la Russie et du camp Trump en 2016. Donc peut-être que pour Trump, c'est un moyen de donner du grain à moudre à sa base électorale et de taper sur les démocrates au lieu de parler des républicains. Mais pour aller plus sur l'affaire du Wall Street Journal, ça va être compliqué pour Donald Trump de pouvoir prouver de pouvoir gagner ce procès et cette plainte de 10 milliards de dollars. En droit civil, je prends l'exemple de New York, mais en droit civil aux États-Unis, la diffamation, pour qu'elle soit prouvée, il faut donc 3 conditions. Il faut que l'information soit fausse, il faut qu'elle ait été partagée dans une intention malveillante, et pour le troisième point, il faut aussi également, désolé, que l'information nuit à la réputation de Donald Trump. Donc, peut-être que, en effet, l'article nuit à la réputation du président américain, mais ça va être compliqué pour lui de prouver qu'il n'était pas l'auteur de cette lettre. Laurent Saïm, on parle ensemble de cette affaire depuis 3 soirs. On voit que ça ne cesse de grossir. Donald Trump avait été étonnamment silencieux depuis 48 heures. On voit qu'il essaye de reprendre sa communication en disant de toute façon, ça me profite, hein, c'est de bonne guerre. Il y a l'ancienne présentatrice vedette de Fox News qui a dit « C'est le premier scandale de l'administration Trump, ça pourrait lui coûter cher lors des élections de mi-mandat. Nous devons faire un choix si nous ne voulons pas perdre une partie de la base MAGA ». C'est quand même un constat assez fort. Oui, parce que on ne cesse de le dire depuis 3 jours, les gens qui ont voté pour Donald Trump, la base MAGA, qui le suivait fanatiquement partout, eh bien, attendent des révélations sur cette histoire qui a mobilisé l'extrême droite américaine. C'est un peu compliqué pour les Français de comprendre pourquoi cette affaire Epstein prend tellement d'importance. Et en fait, il y a une fascination du public américain pour d'abord quelqu'un de très riche, et les gens sont absolument persuadés qu'on ne leur a pas tout dit. Il y a des études qui, depuis 48 heures, ont été faites, et ça touche des gens très riches, ça touche le monde du pouvoir, ça touche des gens célèbres. Tous les ingrédients sont là. Et donc, la base MAGA attend, suite à des promesses de l'équipe de campagne de Donald Trump dans l'élection présidentielle qui a eu lieu il y a 6 mois, la base MAGA attend des révélations. Et pour le moment, ces révélations ne viennent pas. Ils attendent, ils sont déçus, et on ne sait pas véritablement s'il y a des choses qu'on va apprendre touchant des gens célèbres, des gens riches, des acteurs, des chefs d'entreprise, ou si finalement, depuis la mort de Jeffrey Epstein en 2019, eh bien, on a appris beaucoup de choses, notamment lors du procès de sa compagne, Ghislaine Maxwell, c'était il y a 2 ans à New York. Thierry Arnaud, surtout qu'en portant plainte en fait contre le Wall Street Journal, qui a donc publié une lettre attribuée à Donald Trump qui met en avant des liens de connivence entre les 2 hommes. Est-ce qu'il n'a pas allumé une mèche? C'est-à-dire que c'est pas si facile de balayer un scandale quand on traîne un quotidien en justice en lui réclamant 10 milliards quand même. Oui, il a effectivement donné des biscuits à ceux qui veulent continuer à alimenter le feuilleton, puisqu'il a poursuivi lui-même, bien sûr, mais on l'a vu changer de pied quand même. Maintenant, il met cette affaire de côté, en tout cas, il essaye. Il explique effectivement qu'il faut s'intéresser à autre chose. Son camp, comme ça vient d'être expliqué, essaye d'ouvrir une autre théorie complotiste relative à l'élection de 2016 et à cette tentative russe d'influencer la campagne en faveur de Donald Trump. Et il explique que finalement, tout ça n'a servi qu'à resserrer, à ressouder sa majorité, même si effectivement, c'est pas ce que disent les sondages dans leur ensemble. Il y en a beaucoup qui ont été publiés, et ce n'est pas l'image qui ressort des sondages. Clairement, il a été touché par cette affaire, il a été agacé par cette affaire, il a été mis en difficulté par cette affaire, parce que pour la première fois depuis le début de sa présidence, et même depuis sa campagne électorale, il est en décalage, il est en délicatesse avec ceux qui l'ont soutenu passionnément. Alors, il faut aussi relativiser la portée de cela, au sens où ceux qui sont agacés, déçus et qui considèrent qu'on leur a menti aujourd'hui, c'est une minorité de l'électorat républicain. En réalité, si on regarde d'autres sondages, ils vous expliquent qu'il y a moins d'un tiers des Américains qui expliquent qu'ils ont suivi avec attention les développements de cette affaire Epstein les derniers jours. Donc il n'y a pas encore le feu pour lui au moment où on se parle, Karine, mais la nécessité d'être vigilant et d'étouffer quand même, ce qui n'est pas encore une fois un feu très important, mais un petit début d'incendie, quelques petites étincelles qui, si on ne les maîtrise pas rapidement, pourraient lui porter un préjudice politique important. Alors on va aller aux États-Unis où nous attend Jeremy Stein. Bonsoir, vous êtes sénateur, chef de la majorité républicaine en Louisiane et vous avez l'avantage de parler français. Merci à vous, merci d'être en direct sur BFM TV. On a entendu le président Trump dire que cette affaire Epstein l'avait renforcé. Honnêtement, c'est de bonne guerre, c'est de la communication, mais on a quand même
plutôt l'impression que ça divise côté républicain. Mais bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors oui, tout d'abord, c'est vrai que les républicains, on est un peu perdus face à cette affaire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui croire. Alors, c'est vrai que vous savez, l'administration Biden, ils avaient tous les dossiers d'Epstein. Et si Trump avait vraiment fait quelque chose de grave, ils auraient pu agir à ce moment-là. Ils ne l'ont pas fait. Alors peut-être c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Peut-être même c'est le Mossad ou le CIA qui le protège. On ne le sait pas. Mais je voulais parler de quelque chose de beaucoup plus grave que ça. Et c'est quelque chose qui nous rassemble non seulement les républicains, mais aussi les démocrates et les indépendants. Tulsi Gabbard, notre directeur de l'intelligence nationale, elle vient d'accuser l'ancien président Obama de trahison parce qu'il a espionné des Américains et même Trump. C'est quelque chose de beaucoup plus grave que les dossiers d'Epstein. Jeremy Stein, on a quand même l'impression, excusez-moi, mais... Excusez-moi, on a quand même l'impression d'une tentative de diversion. Est-ce que vous pensez que tout a été dit, que tout a été fait sur cette affaire Epstein et que aujourd'hui, ce que dit Donald Trump, c'est que c'est ennuyeux, qu'il faut passer à autre chose. Mais on n'a pas l'impression que les Américains, dans leur ensemble, veulent passer à autre chose. Et on a juste l'impression qu'ils veulent savoir pourquoi ne pas rendre publics ces documents, comme ça a été fait sur d'autres affaires, d'autres dossiers, Kennedy par exemple. Alors, comme j'ai dit, les républicains, même les indépendants et les démocrates, moi je suis en Louisiane en ce moment, je peux vous dire, les Américains, il y a 48 heures que Tulsi Gabbard vient de parler de tout ça. C'est beaucoup plus grave que des dossiers d'Epstein. Et comme j'ai dit, c'est l'administration Biden. Ils avaient tous les dossiers d'Epstein. Si Trump avait vraiment fait quelque chose de grave, ils auraient pu agir. En ce moment-là, ils ne l'ont pas fait. Alors, en ce moment-là, tous les Américains, même les démocrates indépendants, ils parlent de l'ancien président Obama. Il pourrait être arrêté pour avoir espionné les Américains. Et même Trump, il a fabriqué beaucoup des histoires avec la Russie et la Trump. Et c'est beaucoup plus grave que tout ça. Il pourrait être même arrêté dans quelques jours, même quelques semaines. Et c'est très, très grave. Jérémy Stein, des Américains. Laurence Saïm, qui est journaliste spécialiste des États-Unis, veut vous poser une question. Monsieur le sénateur, merci de répondre à l'interview de BFM TV. Depuis 48 heures, on sent au sein des Républicains les mêmes éléments de langage, à savoir c'est la faute des démocrates et vous voulez maintenant arrêter, d'après ce que vous dites et d'après ce que la directrice des renseignements intérieurs ne cesse de répéter depuis 24 heures sur Fox News, Barack Obama. Êtes-vous vraiment sérieux, monsieur le sénateur, là-dessus, par rapport à un scandale qui mobilise totalement les Américains avec des gens qui, dans votre propre camp, demandent que la vérité soit faite sur le dossier Epstein? Tout d'abord, c'est un plaisir de vous voir encore, madame. Ça fait presque 9 mois qu'on ne s'est pas vu. Et donc, ça fait du bien de vous revoir, de te revoir. Et alors, oui, c'est très sérieux. Vous avez raison, c'est très, très sérieux. Le trahison, c'est quelque chose que le président Obama, il pourrait être arrêté, même servir du temps en prison. Mais Jérémy, attendez, Jérémy, excusez-moi de vous interrompre. Attendez, 2 secondes. Attends, mais excusez-moi, pourquoi on ne parle pas du trahison d'un ancien président Obama qui a espionné les Américains? Ça, c'est beaucoup plus grave des trucs et des choses d'Epstein. Et comme j'ai dit, si l'administration Biden avait vraiment quelque chose de grave contre lui, ils auraient pu agir à ce moment-là. Ils ne l'ont pas fait. Jérémy Epstein, pour faire le point sur cette affaire, l'affaire Epstein, elle a été largement évoquée par Donald Trump lors de sa campagne. La ministre de la Justice avait dit au mois de février qu'elle avait une liste sur son bureau et qu'elle n'avait plus qu'à la publier. Et puis, quelques mois plus tard, on nous dit non, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à publier, circuler. Cette volte-face est assez incompréhensible. Oui, tout à fait. Peut-être, comme j'ai dit tout d'abord, peut-être que c'est quelque chose par rapport à Mossad ou même le CIA qui le protège, on ne sait pas. Mais comme j'ai dit, si l'administration Biden avait vraiment quelque chose de grave contre Trump, ils auraient pu agir à ce moment-là, ils ne l'ont pas fait. Mais c'est vrai qu'il faut reculer un peu, il faut regarder
tous les États-Unis, tous les Américains, en ce moment-là, je peux vous dire, même pas seulement les républicains, mais aussi les démocrates et les indépendants, ils sont en train de parler de quelque chose de beaucoup plus grave, c'est que l'ancien président Obama pourrait être arrêté pour avoir espionné des Américains et espionné le président Trump. Ça, c'est beaucoup plus grave. Et il peut, comme j'ai dit, il pourrait non seulement être arrêté, il peut dans quelques jours, quelques semaines, mais il peut être en prison. Et ça, pour moi, ça c'est quelque chose de beaucoup plus grave parce qu'il brise la confiance nationale. Merci Jérémy Stein d'avoir été en direct avec nous. On a bien entendu ce que vous vouliez dire. C'est assez cocasse, si on peut employer ce mot, Laurent Saïm, parce que ça fait quand même 3 jours qu'on parle de ce scandale Epstein. Et hier, vous nous avez dit, attendez, la contre-offensive se prépare, elle se prépare contre Barack Obama, que déteste profondément Donald Trump. Et la base, c'est-à-dire que dans la campagne de 2016 que Thierry Arnaud avait suivie et dans la campagne aussi de 2020, vous avez une base qui déteste Barack Obama. Et dans ses meetings, Donald Trump ne cessait de dire Barack Hussein Obama. Il a attisé une colère, une haine contre l'ancien président des États-Unis. Ce qui est intéressant pour les gens qui nous suivent, c'est, on va pas relater, répéter ce qu'on vient d'entendre, mais il faut bien comprendre qu'il y a depuis 24 heures les mêmes éléments de langage qui sont utilisés par les alliés de Donald Trump pour divertir l'attention, et en termes de communication politique, ça se fait. Ne parlons plus d'Epstein, donnons en pâture quelque chose qui est une autre affaire, qui est ce que Donald Trump n'a jamais pardonné aux démocrates, des accusations extrêmement sérieuses sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016. Donald Trump est persuadé qu'il y a eu un complot contre lui, ça a été totalement... Et que cette élection lui a été volée. Donald Trump est persuadé, non, que Barack Obama et son clan ont dissimulé des documents sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle. C'est faux, il y a eu des commissions parlementaires, ça ce sont les faits. Alors maintenant, des années plus tard, que les républicains en plein milieu du scandale Epstein disent Barack Obama, il faut l'arrêter, le public jugera. Et ça montre la radicalisation absolue de cette démocratie américaine en juillet 2025. Je rigole, mais c'est pas drôle, mais déjà, je suis choqué par ce qu'il avait dit. En tant qu'Américain, je suis français aussi, je suis choqué ce qu'il avait dit. En plus de citer Mossad et tout ça, ça vient de nulle part. Alors ça, c'est une autre chose. Mais je trouve ça très intéressant. Ceci dit, on est toujours dans la théorie complotiste. Hein. Totalement. Non, je suis complètement d'accord avec Laurence. Et une autre chose, ça commence il y a quelques jours déjà, ils avaient parlé de sa santé. Alors jamais il parle de son état de santé, parce que c'est Superman, hein, n'oubliez pas, déguisé en Superman, toujours. Là, ils ont essayé avec ça. Ils ont essayé avec la comédienne Rosie O'Donnell, aussi, qui habite maintenant en Irlande, parce qu'elle a quitté le pays, parce qu'elle ne voulait plus être aux US avec Trump comme président. Alors, cette affaire, de nouveau, à Rouge-Sergy. Maintenant, c'est Barack Obama. Il y avait une autre chose aussi, c'était le Coca-Cola. Hein, c'est de changer le sucre avec le sucre de canne. Parce que Donald Trump boit beaucoup de coca. Ils ont essayé plusieurs choses. Et ça, on trouve ça très intéressant que Tulsi Gabbard, maintenant, elle sort cette affaire. Mais il y a juste une chose, je voulais dire, que je trouve drôle. C'est que déjà, Barack Obama, je crois que c'est des délais de prescription est expiré. C'est Statute of Limitations. Deuxième chose, il n'a jamais commis des crimes. Alors, comme elle avait dit, il y avait une commission. Et une autre chose, que maintenant, les présidents des US bénéficient d'une immunité. C'est le Cour suprême qui a dit ça, n'est-ce pas, il n'y a pas longtemps. Alors, ça veut dire qu'il ne sera pas jugé coupable, Barack Obama. Thierry Arnaud, tout de même, cette surcommunication des Républicains contre Barack Obama, est-ce que ça ne montre pas qu'il y a un peu le feu du côté de Donald Trump? C'est vraiment la même stratégie qu'applique toujours Donald Trump. Ne jamais reconnaître qu'on a commis une faute ou une erreur, qu'on a perdu de quelque manière que ce soit et qu'on a été pris en défaut. Toujours contre-attaquer, et avec un effort en particulier pour contrôler le récit, pour contrôler l'information, pour contrôler les médias. Il faut comprendre qu'il y a une pression énorme de la part de la Maison-Blanche sur les médias aux États-Unis. On a de multiples exemples, y compris ces derniers jours avec
l'arrêt d'une émission célèbre le soir à la télévision, soi-disant pour des raisons financières, mais c'était une émission qui était très critique de Donald Et Trump. dont s'est réjoui Donald Trump. Et dont d'ailleurs, s'est réjoui officiellement. Donald Trump. Il s'agit en l'occurrence de l'émission de Stephen Colbert sur la chaîne CBS. Et donc, vraiment, on voit se mettre en place sur tous les sujets qui peuvent porter préjudice ou qui agacent Donald Trump, le même arsenal. Et cet arsenal, il est vraiment typiquement représenté par ce qu'on a entendu tout à l'heure de la part du sénateur de Louisiane. On détourne l'attention avec autre chose et on soumet une autre théorie complotiste pour dénoncer celle que l'on considère comme une théorie complotiste. Et vraiment, il y a en ce moment aux États-Unis, et depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, une guerre de l'information permanente. Laurent Saïm, je repose la même question qu'à Thierry Arnaud. Ça sent un peu le sauf qui peut quand même. Alors, sauf qu'il peut, peut-être pas. Mais en tout cas, ça sent gestion de crise et il faut qu'on arrête de parler de l'affaire Epstein. Et d'ailleurs, Donald Trump n'a pas parlé aujourd'hui, mais hier, il disait, voilà... il est mort en 2019, Epstein. Pourquoi vous parlez d'Epstein tout le temps ? C'est ennuyeux. Il essaye, il ne veut pas que cette histoire domine l'actualité. Et normalement, lorsque vous êtes à la Maison-Blanche, c'est toujours très compliqué, c'est toujours une bataille, quels que soient les partis politiques, c'est toujours une bataille entre le président, son équipe de communication et la presse accréditée de la Maison-Blanche, de savoir quel va être le message du jour. Et là, ils n'arrivent pas à changer le message. Ils voudraient que la presse parle des bons résultats, ils voudraient que la presse parle des négociations qui ont lieu en ce moment pour essayer de faire libérer les otages israéliens à Gaza. Ils aimeraient qu'on parle d'autre chose, mais non. On parle du dossier Epstein parce que effectivement, il y a eu une catastrophe en termes de communication qui s'est passée avec la ministre de Justice de Trump et que le mot Epstein, eh bien, fascine toujours les Américains. Et j'en reviens à ce que je disais, c'est le sexe, les puissants entre eux, les riches, les choses qu'on ne sait pas, des thèses complotistes qui sont accréditées. Et dans une époque surmédiatisée où il y a beaucoup de fake news qui circulent aussi sur les réseaux sociaux, tous les ingrédients sont là de cette histoire Epstein pour mobiliser une partie de l'opinion publique. Et encore une fois, le peuple Trump veut plus que ce que les éléments de justice ont donné avec des procès qui ont eu lieu. Je rappelle quand même qu'il y a eu un procès qui a duré pendant 6 mois de la compagne de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Elle est en ce moment en prison en Floride pendant 20 ans. Elle a été condamnée à 20 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties, mais l'équipe de campagne de Donald Trump pendant la deuxième campagne présidentielle avait promis que d'autres choses allaient sortir et il y a une déception. Et ils n'arrivent pas, encore une fois, à tourner la page, à passer à autre chose et donc ils sont furieux. Moi, je voudrais quand même attirer l'attention très rapidement sur quelque chose. C'est très grave ce qui se passe, c'est très grave l'interview que vous avez eue là, parce que c'est quand même un sénateur qui parle de l'arrestation de Barack Obama et que depuis 24 heures, tous les éléments de langage de la Maison-Blanche sont faits pour dire on va arrêter Barack Obama, il a trahi son pays, il y a un complot. C'est pas du tout une farce, c'est quelque chose qui se passe dans une démocratie 6 mois jour pour jour après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et c'est vraiment un moment particulier dans l'histoire de la diplomatie américaine. Oui, sauf que c'est vraiment un classique de Donald Trump. Vous vous souvenez, Laurence, de la campagne de 2016, précisément, où il se retrouve face à Hillary Clinton et où il ne cesse de faire scander dans tous ses meetings « enfermez-la, enfermez-la, lock her up, lock her up ». Donc la menace de prison de ses adversaires politiques, c'est depuis 10 ans maintenant un grand classique de l'arsenal de Trump pour se défendre ou pour contre-attaquer. Merci à vous de m'avoir accompagné sur ce dossier dont on va continuer à parler, bien entendu, dans les jours qui viennent.